Alors commençons par l'alimentation à proprement parler. L'alimentation, je voudrais distinguer aussi entre deux paliers. Nous y reviendrons, mais je voudrais bien situer le problème à ce départ. Quand on raisonne en matière d'alimentation, il faut penser en même temps à l'alimentation énergétique et à l'alimentation agricole. L'alimentation agricole vient inévitablement à l'esprit quand on parle des questions alimentaires, mais il faut d'abord faire un petit passage par l'énergie. Et là, le problème de la capacité de la Terre, de l'espace, à alimenter énergiquement les 7 milliards d'humains est un problème qui, bien entendu, devient extraordinairement préoccupant quand on sait, mesdames et messieurs, que le besoin en énergie augmente sur la planète d'1,5% chaque année. 1,5% chaque année. C'est-à-dire qu'en situation cumulée, nous serons, à l'horizon 2030, à une consommation énergétique égale à celle d'aujourd'hui, multipliée et ajoutée de 50%. Aujourd'hui, alors qu'on parle de transition énergétique, mais qu'on n'en voit que timidement certains petits bouts, 80% de la consommation énergétique renvoie à des énergies fossiles. Pensez que ces énergies fossiles qui sont en voie d'épuisement vont pouvoir couvrir cette augmentation régulière des besoins devient absurde. C'est-à-dire que, dans un premier temps, inéluctablement, nous allons assister à un renchérissement des prix de l'énergie, avec toutes les conséquences que je vous montrerai tout à l'heure, et que l'horizon 2020, peut-être un tout petit peu avant pour certains spécialistes, annonce un début de pénurie. Pénurie énergétique, c'est un facteur, bien entendu, très banal de montée du nationalisme et des égoïsmes nationaux et de la compétition entre États. Si vous prenez les seules 5 premières années du XXIe siècle, 2001-2005, la Chine a augmenté sa consommation énergétique de 46%. En 1970, on était à la sortie de la révolution culturelle. La Chine consommait 1 million de barils de pétrole par jour, en 1970. Aujourd'hui, nous en sommes à 17 millions de barils de pétrole par jour. D'où effectivement le souci que je n'hésiterai pas à qualifier de numéro 1 de la politique étrangère chinoise, de se construire d'abord en fonction de la protection de sa souveraineté et de la satisfaction de ses besoins énergétiques. Alors voilà la photo en ce qui concerne le problème de l'énergie et toutes les questions qui restent ainsi posées. Je pense que vous comprenez bien maintenant ce que veut dire et ce que voudrait dire transition énergétique et tout le débat qu'il y a autour du gaz de schiste. Et ceux qui vous disent, mais si on ne va pas vers là, eh bien, on va vers une crise énergétique majeure. Et ceux qui sont hostiles et qui disent, mais si on va vers là, on va vers une crise écologique majeure. Donc, vous voyez, là, la tension est énorme. Venons-en maintenant à l'essentiel, l'agriculture. Pourquoi l'essentiel ? C'est là la survie de l'être humain qui est directement engagée. Elle ne devrait pas l'être. Tous les experts des Nations Unies vous disent on ne peut plus clairement, contrairement aux bêtises que l'on peut entendre par ailleurs, que notre planète a suffisamment de quoi nourrir tout le monde aux normes, c'est-à-dire les normes, c'est 3400 calories par jour et par personne. Le problème, c'est que pour certains, c'est beaucoup plus, pour d'autres, c'est tragiquement moins. Mais cette moyenne statistique correspond parfaitement aux capacités de notre planète. Deuxième remarque,
la production de biens agricoles depuis 40 ans a été multipliée par 2,4. Le problème de l'alimentation aujourd'hui n'est pas lié à une pénurie de biens alimentaires, elle est liée à la pauvreté. C'est-à-dire que le problème n'est pas de trouver des ressources alimentaires, le problème est de trouver les ressources financières pour pouvoir les acquérir. C'est un problème économique, ce n'est pas un problème géographique. Le point le plus important en matière d'alimentation agricole, la question des prix. Les économistes vous expliquent quelque chose de très important, c'est qu'une augmentation des prix des denrées alimentaires de 1% crée mécaniquement 16 millions d'individus qui basculent dans l'insécurité alimentaire. À chaque augmentation de 1% des prix agricoles, vous avez 16 millions d'individus qui basculent dans le camp de l'insuffisance, faute de pouvoir suivre la hausse de la courbe. Donc vous voyez, il s'agit bien d'un problème économique avant d'être un problème technique. C'est dire aussi, et je vais argumenter, que l'essentiel du problème de la sécurité alimentaire est lié à l'instabilité des prix. Vous avez eu en 2007 une forte augmentation des prix qui s'est traduite par une augmentation tragique de la courbe des sous-alimentés. À partir de 2008, vous avez eu un ralentissement puis une diminution des prix des biens agricoles, ce qui a bien entendu diminué la tension, mais a créé un nouveau problème. C'est-à-dire en cas de chute des prix des denrées agricoles, qui est frappé à titre prioritaire et principal? Les petits agriculteurs des pays en développement. Et c'est là peut-être que se trouve l'un des cercles vicieux les plus graves. Dans les pays en développement, chaque oscillation est porteuse de ses effets pervers. Une augmentation des prix, c'est une augmentation du nombre de sous-alimentés. Une diminution des prix, c'est un appauvrissement de la petite paysannerie des pays en développement et donc une relance de la question que nous examinons par l'autre bout de la chaîne. Ça, c'est très important. Donc vous comprenez qu'il s'agit de briser un cercle vicieux. De quoi dépend cette évolution des prix? Et c'est là qu'on voit l'extraordinaire complexité de la question. Et c'est intéressant parce qu'à chaque point que je vais énumérer, vous verrez que nous retrouverons sinon un chapitre, au moins à chaque fois un paragraphe du cours d'Espace mondial qui va suivre. Premier facteur d'augmentation des prix, vous le savez parce que vous avez fait un petit peu d'économie, même beaucoup d'économie, c'est l'augmentation de la demande. L'entrée notamment de la Chine et l'Inde dans l'univers de la consommation, la régression, j'y reviendrai tout à l'heure, assez sensible de la sous-alimentation en Chine, a créé une tension sur le marché des denrées alimentaires, des biens agricoles, qui a favorisé, bien entendu, l'augmentation des prix, surtout qu'il ne s'agit pas seulement d'une consommation humaine, mais aussi de la nourriture du bétail qui, elle-même, est fonction de la croissance des économies concernées. Deuxième facteur, ce sont des facteurs de nature écologique et météorologique. Le grand problème auquel nous nous trouvons confrontés, qui est un problème de changement climatique, c'est que les caprices météorologiques créent des situations néfastes pour l'agriculture, soit des grandes sécheresses, et le phénomène a été tragiquement remarquable dans le Sahel, et là aussi, ceci explique cela, notamment le conflit du Soudan, qui est lié à cette sécheresse grandissante, mais aussi d'autres catastrophes, style ouragans, pluies diluviennes, destruction de récoltes, de toutes les manières. Là, c'est le grand chapitre sur lequel nous reviendrons du changement climatique qui est directement impliqué. Troisième facteur, c'est celui que j'exposais tout à l'heure, l'urbanisation. Le progrès des villes s'est fait au détriment des terres cultivées et cultivables. Quatrième facteur,
le renchérissement des prix de l'énergie. Le prix de l'énergie joue un rôle très important dans la définition des prix des denrées agricoles, tant dans les conditions de production, de traitement et de transport des biens agricoles. Cinquième facteur de renchérissement dont on parle beaucoup en ce moment et qui était notamment l'une des questions examinées au G20 la semaine dernière, c'est le problème des agrocarburants. C'est-à-dire plus on essaye d'utiliser la production agricole, les produits agricoles pour fabriquer du carburant, plus effectivement la production des biens agricoles à des fins alimentaires humaines vient à se rétrécir. Sixième facteur, c'est la spéculation. Le marché, les cours du marché agricole sont l'un des secteurs favoris de la spéculation financière. Pensez par exemple qu'en 2007, année, comme je l'ai dit tout à l'heure, de grand renchérissement des prix, en 2007, en 2 semaines, le prix du riz a augmenté de 20%. En 2 semaines. Et quand vous savez que le riz est généralement la seule nourriture possible pour un très grand nombre d'individus, vous voyez l'ampleur du péril. 7e facteur, les guerres. Les guerres se caractérisent effectivement par l'interruption, la destruction de la production agricole sur les territoires où, évidemment, manœuvrent les milices et les armées. 8e facteur, la faible productivité des pays en développement. Voilà autant de facteurs dont il faut voir maintenant les effets. Il faut que vous sachiez du point de vue alors de ce que l'on appelle l'insécurité alimentaire. Il faut que vous sachiez que dans les pays pauvres, l'alimentation représente 60 à 90% du budget des ménages dans les pays en développement. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que quand les prix à la consommation augmentent, les ménages n'ont plus de marge de manœuvre. Quand vous mettez la quasi-totalité de vos gains dans l'achat de biens de consommation alimentaire, si les prix augmentent, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire ? De diminuer la quantité de ce que vous achetez. Et c'est là l'une des bases les plus redoutables de cette insécurité alimentaire. Alors, la voilà l'insécurité alimentaire. Vous avez en trait foncé les pays qui sont le plus frappés de sous-alimentation, puis ensuite un dégradé qui nous amène vers les pays de consommation aisée. Regardez où se localise l'insécurité alimentaire, principalement en Afrique, de moins en moins, mais quand même encore présente en Asie orientale, et beaucoup moins présente, sauf exception, dans le continent sud-américain. Vous ne traiterez jamais la question malienne uniquement à coup d'élection et pire encore à coup de guerre. C'est tout un problème d'insécurité alimentaire et d'insécurité sociale globale qui se pose pour ce pays. Alors, insécurité alimentaire, c'est combien de personnes ? Vous savez qu'en 2009, en décembre 2009, il y a eu un tragique événement, c'est-à-dire qu'on a franchi dans l'indifférence générale. Il n'y avait même pas un chef d'État à Rome, au sommet de la FAO, pour être présent, lorsqu'on a déclaré qu'on avait atteint le milliardième affamé. Le milliardième. Alors depuis, ça a un peu régressé pour les raisons liées à l'amélioration conjoncturelle de l'offre alimentaire, ça je vous en parlais à l'instant, mais pour une autre raison. Une autre raison qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes descendus à 852 millions, si je puis dire. Quel optimisme, 852 millions d'affamés. Pourquoi ? Eh bien parce que nous assistons à une restructuration de la population en insécurité alimentaire, restructuration qui de plus en plus s'éloigne de l'Asie, comme vous le voyez. C'est-à-dire l'Asie est en train de s'en sortir, alors que lorsqu'on connaissait les années très noires de l'insécurité alimentaire, l'Asie n'était pas encore sortie d'affaire. Elle ne l'est pas totalement, mais elle l'est beaucoup plus aujourd'hui. Et en revanche,
la situation, mesdames et messieurs, s'aggrave en Afrique. Donc ne vous réjouissez pas trop vite, il y a moins d'affamés dans le monde aujourd'hui, mais la concentration sur l'Afrique se renforce. Il y a plus d'affamés en Afrique aujourd'hui qu'il y en avait hier, même en tenant compte de l'augmentation de la population. Bon, je voudrais vous dire un mot d'un aspect connexe qui est très important, qui est la spéculation foncière. Spéculation foncière, le phénomène, parce que vous savez, les problèmes importants, il vaut mieux les dire en anglais. C'est plus sérieux. C'est ce qu'on appelle le land grabbing. C'est-à-dire qu'il y a en ce moment un mouvement extrêmement grave d'appropriation des terres, et singulièrement d'appropriation des terres en Afrique. On mesure le land grabbing entre 2000 et 2010, c'est-à-dire première décennie de notre siècle, à 84 millions d'hectares, mesdames et messieurs. 84 millions d'hectares achetés, c'est-à-dire 1,7% de la surface agricole globale. Mais rapporté à la surface cultivable dans les pays en développement, c'est infiniment plus. Alors, qui est derrière ce land grabbing? Vous avez des États, vous avez des investisseurs privés. Vous avez des États qui achètent des terres de manière à nourrir leur population. Et le phénomène est particulièrement remarquable, notamment la Chine, qui a acheté 4,5 milliards d'hectares hors de son territoire national, mais les États-Unis en ont acheté 3,2 millions, mais le Royaume-Uni 2,5 millions, la Corée 2,3 millions, l'Arabie saoudite 2,1 millions. Et puis vous avez tout un tas de personnes privées qui achètent des terres en Afrique de manière à les exploiter sur un mode dit moderne et revendent sur le marché mondial les produits ainsi dérivés de cet achat de terres. D'ailleurs, c'est de la pure spéculation foncière et c'est de la pure spéculation tout court. Et effectivement, qui sont les victimes de ces achats de terres? Les petits paysans qui sont du coup en Afrique chassés de leurs terres, qui sont donc des populations errantes, qui se retrouvent dans la situation que je vous disais tout à l'heure, et qui participent à l'aggravation, évidemment, de la sous-alimentation de la population africaine, car ne croyez pas que ces personnes qui achètent des terres à des fins d'investissement privées redistribuent leurs produits gratuitement à la population locale. Vous pensez, ils n'ont même pas de campagne électorale à faire, donc il n'y a aucune raison de se montrer généreux.